Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes lundi 20 février 2023. Merci d'être au rendez-vous du journal. Le sommaire d'abord. Le gouvernement devrait cesser le traitement inhumain infligé aux détenus. L'appel est du défenseur des droits de l'homme Pacifique Nini Nahazwe s'exprimant sur la crise alimentaire dans les maisons carcérales. Le Burundi a encore un long chemin à parcourir pour atteindre la vraie démocratie. Dans ce journal, vous suivrez le vice-président du parti, Sawanya Frodebu, évaluer l'état des lieux de la démocratie en ce jour dédié à la justice sociale. Et enfin, dans ce journal, vous suivrez les plaintes d'une famille de la commune Kirundo suite à l'abus de pouvoir de leur administrateur qui est allé jusqu'à passer outre des décisions judiciaires dans une affaire de conflit foncier. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page droits de l'homme. La privation de nourriture ne figure pas parmi les sanctions réservées à un détenu. S'exprimant sur la crise alimentaire signalée dans toutes les prisons du pays, Pacifique Nahazwe rappelle au gouvernement qu'il doit garantir tous les besoins fondamentaux des personnes mises sous les verrous. Suivez Pacifique Nahazwe, président du FOCODE. La faim fait rage dans les prisons du Burundi. Chaque jour, nous recevons des informations alarmantes sur la situation des prisonniers. Nous apprenons que des prisonniers commencent à tomber en syncope à cause de la faim. Nous apprenons qu'il y a des prisonniers qui commencent à se fournir de la nourriture dans les poubelles et dans les composts. Nous apprenons qu'il y a des prisonniers qui sont en train de vendre leurs propriétés familiales pour pouvoir se nourrir en prison. Nous apprenons que des directeurs ont décidé de diminuer la ration journalière qui est prévue pour chaque prisonnier. Nous apprenons que dans certaines prisons, les détenus passent une semaine, plus d'une semaine, sans recevoir de la nourriture. C'est inhumain, c'est vraiment inhumain. Les autorités burundaises devraient avoir honte. L'explication qui est toujours donnée, c'est la situation de surpopulation carcérale. Comme si les autorités avaient des facilités à arrêter des gens, alors qu'elles n'ont pas les mêmes facilités pour accompagner ces arrestations par des moyens financiers conséquents. On arrête des gens quand on peut les faire nourrir, quand on peut les faire vivre. Et parmi ces milliers de Burundais privés de nourriture, plusieurs sont détenus injustement au point que la capacité des maisons de détention a été très dépassée. Pour ce défenseur des droits de l'homme, comme c'est évident qu'il n'y a pas de volonté de libérer toutes les personnes détenues injustement, que les dirigeants du Burundi fassent preuve d'humanisme et qu'ils nourrissent comme il se doit ces détenus. Encore une fois, Pacifique Nini Nahazwe. Il faut aller plus loin. Quelle est la raison de cette surpopulation carcérale? Mais c'est l'injustice qui est généralisée dans tout le pays. N'importe quelle autorité peut décider d'arrêter qui elle le veut, quand elle le veut, sans se soucier de ce qui a été prévu par la loi. Alors ainsi, dans tout le pays, du sommet à la base, n'importe quel administrateur, n'importe quel gouverneur, n'importe quel chef du renseignement, n'importe quel policier peut décider de détenir des gens sans aucune justification valable. Nous avons un nombre très important de prisonniers d'opinion. Les gens sont en prison parce qu'ils ont des opinions différentes de celles des autorités du Burundi. Pourquoi les gens sont maintenus en prison? Parce qu'ils se sont opposés au troisième mandat de Nkurunziza, alors que même la Cour de l'East African Community a jugé que le troisième mandat de Nkurunziza était anticonstitutionnel. Pourquoi emprisonner des gens qui ont voulu défendre la Constitution? Des gens sont en prison alors qu'ils ont terminé leur peine depuis plus d'une année et que les autorités sont au courant de ces informations. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de surpopulation carcérale dans ces situations? Nous sommes dans un pays où le nombre de prévenus est de loin supérieur à celui des prisonniers déjà condamnés. Mais comment voulez-vous
que dans ce genre de situation, il n'y ait pas de surpopulation carcérale. Nous avons appris que la ministre de la Justice a pris des mesures de désengorgement des prisons. Mais ce sont des mesures hypocrites et insuffisantes. Et ces mesures ne sont même pas mises en exécution. On pourrait s'opposer s'il s'agit d'une question d'insubordination. Mais quand la situation est généralisée dans tout le pays, dans toutes les prisons, cela signifie qu'il n'y a pas de volonté réelle de désengorger les prisons du Burundi. Alors si les autorités veulent maintenir les gens en prison, au moins qu'elles aient ce sens humain de leur fournir de la nourriture suffisante si elles ne veulent pas les libérer. Actuellement, les détenus dépassent 12 000 alors que la capacité d'accueil des prisons est de 4 330. En plus du manque de nourriture, les détenus n'ont pas aussi suffisamment d'espace pour dormir. Certains dorment dehors, d'autres dans des toilettes, passant des nuits à sortir pour laisser la place à ceux qui ont besoin d'utiliser les latrines. Et toujours droits de l'homme, le gouvernement du Burundi ne devrait pas se cacher derrière la lutte contre le terrorisme pour traumatiser, persécuter les défenseurs des droits de l'homme. Dans un communiqué sorti, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, demande au gouvernement du Burundi de libérer sans condition les 5 défenseurs des droits de l'homme détenus depuis la semaine dernière, car ils n'ont commis aucune infraction. Suivez Eulalie Nibizi, directrice exécutif de la coalition CBDDH. Dans un communiqué, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme CBDDH exprime sa consternation face à l'arrestation et l'emprisonnement de 5 défenseurs des droits de l'homme qui ont été arrêtés le 14 février. Nous sommes choqués du fait que ces défenseurs des droits de l'homme ont été surpris alors qu'ils voyageaient pour une réunion, qui sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de l'atteinte au fonctionnement des finances publiques, mais aussi de rébellion, lesquelles accusations ont été reprises par le parquet de Ntahangwa. Le réflexe d'emprisonner en masse 5 défenseurs des droits de l'homme constitue en quelque sorte une façon de traumatiser les défenseurs des droits de l'homme et de les décourager afin qu'ils ne puissent pas continuer leur travail. Nous déplorons aussi la façon dont le gouvernement du Burundi instrumentalise la justice. Il s'en sert pour traumatiser, décourager les défenseurs des droits de l'homme au lieu de laisser la justice faire son travail. Le gouvernement du Burundi, nous lui lançons cet appel dans ce communiqué. Nous demandons au gouvernement du Burundi de ne pas se cacher derrière la lutte contre le terrorisme pour traumatiser et handicaper le travail des défenseurs des droits de l'homme. Nous demandons au gouvernement du Burundi de libérer sans condition les défenseurs des droits de l'homme emprisonnés, de protéger le droit d'association et le droit de réunion. C'est de cette manière que les défenseurs des droits de l'homme vont jouer leur rôle de compléter le travail du gouvernement en faisant la promotion des droits humains grâce à l'observation, au rapportage, mais aussi à la dénonciation. RPI. Le 20 février, le monde célèbre la journée de la justice sociale. Considérant que la démocratie va de pair avec la justice sociale, Léonce Ngendakumana estime qu'il y a un très long chemin à parcourir pour atteindre la vraie démocratie au Burundi. Selon le vice-président du parti Frodebou, les principaux piliers de la démocratie ne sont pas fonctionnels dans le pays. Dans ce pays, au vrai sens du mot, il n'existe pas de parti politique aujourd'hui au Burundi. Il n'y a aucun parti politique digne de son nom qui existe dans ce pays. Parce que certains partis sont dans des groupuscules ethniques, ils ont des visions ethniques, ils continuent à penser que leur ethnie pourrait. D'autres sont devenus des partis ou des responsables de ces partis, des demandeurs d'emploi. Il y en a une troisième catégorie, des leaders ou des partis qui se sont résignés. Je ne sais pas si c'est par intimidation, je ne sais pas si c'est par peur, je ne sais pas si c'est voulu, mais des partis, on les voit, ou des leaders qui se sont déjà désignés. Le deuxième pilier, c'est la société civile. Les organisations de la société civile existent ici. Qu'est-ce qu'elles font? En principe, les organisations de la société civile sont là pour dénoncer les manquements des pouvoirs publics, les manquements des partis politiques, afin d'éclairer la population, afin d'éclairer l'opinion pour qu'il y ait des corrections. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile ici, je les vois, qui sont au service du parti au pouvoir, du seul parti au pouvoir, c'est le DFDD. On le voit. Alors, les médias chantent à longueur de la journée, les bienfaits du pouvoir, rien de projet, je sais bien qu'on ne les voit pas exactement. Bon.
Papa, où c'est bien fait s'oppose. Hein? Il y a des médias qui passent des journées entières à dire que nous avons un gouvernement parent, nous avons un gouvernement travailleur. Mais on ne voit pas exactement, même le chef de l'État, lui-même, il dénonce son gouvernement, il dénonce l'appareil judiciaire, la magistrature, il dénonce son parti, il dénonce tout. Que les gens ne travaillent pas, qui sont en train de piller, de voler le pays. Comment est-ce que des partis politiques et des organisations de la société civile et des médias passent des journées entières à dire, bon, nous avons un paradis. Donc, il y a un quatrième pilier que ce sont les élections. Mais c'est de la mafia. Nous n'avons pas d'élections. Certains parlent d'élections libres, transparentes et démocratiques. Ces vocables au Burundi ne sont pas encore appropriés. Donc, à résumer, je conclus que finalement, la justice sociale dans le secteur de la démocratie au Burundi n'est pas encore une réalité. C'est à continuer à chercher. Le chemin est encore long pour atteindre la justice sociale dans le secteur de la démocratie au Burundi. Léonce Ngendakumana sera l'invité de ce journal. La population des différents coins du pays s'insurge contre les propos récemment tenus par le président de la République sur le chômage. Ces citoyens burundais estiment qu'Évariste Ndayishimiye a sciemment fait abstraction de la réalité sur cette problématique, surtout que l'agriculture qu'il appelle les Burundais à pratiquer gangrénée par d'innombrables problèmes. Suivez certains habitants du Burundi qui se sont entretenus avec la RPA. Le discours du président de la République, à travers lequel il nie l'existence du chômage, n'est pas digne d'un père de la nation. Dire que dans le pays, il n'y a pas de chômeurs et qu'il n'y a que des paresseux, vous comprenez que ce sont des propos qui blessent beaucoup de personnes. Ces gens croyaient plutôt qu'il était la personne à laquelle il devrait s'adresser. Il aurait dû tourner la langue cette fois et analyser bien la situation qui prévaut dans le pays, car au Burundi, il y a beaucoup de chômeurs qui font face à une pauvreté sans nom. Est-ce que le chef de l'État peut affirmer que tous ces jeunes qui ont terminé leurs études et qui ont eu des diplômes sont vraiment des fainéants? Dire à ces personnes de retourner à la campagne pour pratiquer l'agriculture au moment où même les terres cultivables sont devenues rares n'a pas de sens. Où est-ce qu'il cultivait quand il avait fini ses études et avant de débuter ses activités professionnelles? Aurait-il été capable de cultiver les terres qu'il exploite actuellement s'il n'était pas une autorité importante? Tout d'abord, les terres cultivables se sont dégradées, ce qui veut dire que les personnes qui ne possèdent pas de bétail pour avoir de l'engrais chimique ou qui n'ont pas d'argent pour s'en procurer ne peuvent pas bien pratiquer l'agriculture. C'est juste parce que les gens se sont abstenus à réagir sur les propos du président de la République, mais je suis sûr que son langage a offensé beaucoup de personnes car il était plein de cynisme. Les propos du président de la République, comme quoi au Burundi il n'y a que des fainéants, sont cyniques et montrent qu'il ne se rappelle pas que c'est le peuple qui a fait de lui la personne qu'il est actuellement. Nous avons comparé le président de la République à un berger qui conduit ses brebis vers un mauvais pâturage et qui leur dit qu'ils ne savent pas bien brouter de l'herbe. Premièrement, au Burundi, les terres cultivables sont rares. Deuxièmement, les activités agricoles demandent beaucoup de moyens. S'il était réellement le père de la nation burundaise, il aurait donné des terres et du capital à tous ces chômeurs afin qu'ils puissent travailler. Il n'est un secret pour personne qu'il y a beaucoup de chômeurs au Burundi. Même les jeunes qui avaient investi dans la vente des unités et ceux qui conduisaient des taxis vélos ou taxis motos n'exercent plus ces activités. Je vous l'avais dit au début, l'administrateur de la commune Kirundo est cité dans une affaire de dépouillement d'une propriété de la colline Kavomo. Cette autorité est en faveur d'une partie à un conflit foncier qui oppose deux familles. La famille soutenue par l'administrateur a perdu le procès en rapport avec la propriété à 3 reprises, mais sur ordre de cet administrateur, la partie gagnante n'a même plus le droit d'accéder à cette propriété, objet du litige. L'édité avec Eric Nyonzima.
La propriété objet de litige entre la famille Rumwana, représentée par Kinyabuku Joseph, et la famille Bagwani, représentée par Zeimana Gracier, est localisée sur la colline Kavomo, en zone Kirundo rurale. Ces deux familles n'ont aucun lien de sang, sauf que leurs parcelles sont côte à côte. Selon notre source sur cette colline, les successeurs du Rumwana sont ceux qui ont saisi la justice pour montrer que Zeimana Gracier veut s'accaparer d'une partie de leur propriété, alors qu'en réalité, c'était cela qui voulait leur jouer le mauvais tour, comme ça se remarque d'ailleurs dans les copies de jugement des procès dans lesquels la famille Rumwana a perdu, car ce sont eux qui voudraient annexer sur leur parcelle une partie de la parcelle des Bagwani, représentée par Gratien Zeman. La famille Rumwana a donc perdu devant le conseil collinaire, devant le tribunal de résidence et le tribunal de grande instance, qui a confirmé la décision du tribunal de résidence. Mais cette famille ne s'est pas arrêtée, car elle a saisi le ministre de la Justice, et ce dernier, lui aussi, a confirmé la première décision, comme c'est visible dans une réponse à cette famille du 25 novembre 2021. Ce qui ne peut pas indiquer notre source est que la famille qui a gagné le procès, car il a essayé de mener des activités dans cette propriété, les successeurs de Rumwana sont venus armés de machettes et les Bagwani se sont éclipsés. D'après notre source, quand ils ont essayé de porter plainte devant le tribunal de résidence, l'administrateur de la commune Kirundo, Viatel Habonimana, leur a interpellé et leur interdisa de plus mettre les pieds dans cette propriété en litige, ajoutant que s'il le faut, il va utiliser la force. La famille Bagwani, représentée par Zeimana Gracier, a essayé de résister, mais affirme notre source, l'administrateur a vite mis au gâchot 4 membres de cette famille. Après pas mal de jours, l'administrateur les a relâchés après avoir signé qu'ils n'embêteront plus jamais la famille perdante au procès, alors qu'elle venait de déplacer les bornes de la parcelle mise par la justice. Cette famille demande à la justice de les rendre la justice comme elle l'avait fait auparavant, et que Viatel Haboniman, administrateur de la commune Kirundo, qui a passé outre la décision de justice en dénigrant au passage le ministre de la Justice, soit démis de ses fonctions et puni conformément à la loi. Contacté par la RPA, l'administrateur de la commune Kirundo, Viatel Haboniman, a nié les accusations. Il nous a indiqué par contre que l'affaire est dans les mains du comité provincial de sécurité, avant d'affirmer que toutes les décisions qu'il a prises sont dans le sens de veiller la tranquillité dans ses gouvernements. Et en sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 personnes tuées au cours de la semaine écoulée dans 3 provinces. L'une des victimes a été tuée par les Imbonerakure sur ordre du chef de colline. L'édité avec éloge divin, Remesha. Un sexagénaire du nom d'Elias Ndikumana de la colline Rukoba, commune et province Gitega, a été tué poignardé au niveau du cou par des présumés voleurs. C'était ce dimanche. Selon le voisinage, les bourreaux avaient l'intention de voler le bétail de ce sexagénaire, mais ont opté de partir sans rien voler après avoir commis le crime. En province Makamba, plus précisément en commune Nyanzalak, un certain Jean-Pierre Nilamheba, surnommé Rutsinga, a été assassiné jeudi dernier par des Imbonerakure sur ordre d'un chef collinaire. Nos sources précisent que le surnommé Rutsinga, commerçant de profession, a été victime d'avoir déréglé sciemment une balance. La dernière victime tuée est un élève de l'école fondamentale de Rubura en commune Kabarole de la province Kayanza. Le corps sans vie de la victime a été retrouvé mardi dernier. Cet élève était introuvable depuis 4 jours et les mobiles ainsi que les auteurs de son assassinat restent toujours inconnus. Et hors de nos frontières, avant de céder la place à l'invité du journal, les réfugiés burundais du camp d'Onduta, situé en Tanzanie, ne savent plus à quel sens se vouer depuis que les responsables de ce camp ont pris la décision de fermer tous les marchés dans lesquels ils faisaient les achats en complément de leur ration alimentaire. Celui qui parvient à faire entrer dans le camp ce dont il a besoin est traqué comme un criminel par les chargés de la sécurité. Plus de détails avec Onésime Dushimagidze. Les quelques vivres que ces réfugiés burundais du camp d'Onduta ont besoin pour compléter les rations alimentaires sont notamment les légumes, les tomates et les oignons. Notre source fait savoir que depuis que tous les marchés aient été fermés, certains réfugiés ont essayé d'amener quelques produits agricoles pour les vendre en cachette, ce qui n'est plus possible puisqu'ils sont traqués par des policiers et des agents de l'ordre communément appelés Sungusungu. Nous vivons dans des conditions très difficiles, à tel point qu'on ne peut pas trouver ou acheter des légumes ou autre chose dont on a besoin. Partout on essaie d'étaler des produits agricoles dans de petits marchés ici au camp comme des légumes, des tomates ou autres marchandises, on est pourchassé.
Pendant cette période de distribution de l'aide alimentaire, il y a beaucoup de gens en mouvement. Certains réfugiés profitent de ce mouvement de gens pour vendre certaines marchandises en cachette. Mais cette foule de gens n'empêche pas qu'ils soient traqués parce que la police et les sungu-sungu sont toujours aux aguets. Tu comprends que nous avons tant de problèmes. Notre source au Kando Nduta fait également savoir que ces agents de sécurité du Sungu-Sungu, qui sont eux aussi des réfugiés, ont annexé Dozir parce qu'ils auraient été promis par les responsables du camp d'être relocalisés dans un troisième pays. Quand cette opération était faite par la police, les réfugiés essayaient de se dissimuler. Ne sont pas le même cas aujourd'hui avec les sungu-sungu. On les a instrumentalisés par de fausses promesses et ils sont zélés pour persécuter leurs confrères. Nous habitons avec eux et quand ils t'attrapent, ils t'amènent directement chez les responsables du camp. Je dirais qu'on les a trompés parce qu'on entend dire qu'ils auraient eu la promesse d'être relocalisés dans un troisième pays. Ils traquent les autres réfugiés à tout prix. Tu comprends bien que nous vivons dans des conditions difficiles. Pour ces réfugiés burundais du Kando Nduta, ces actes de maltraitance se sont orchestrés par le gouvernement tanzanien dans le but de les contraindre au rapatriement forcé. Place maintenant l'invité du journal, le vice-président du parti Sawanya Frodebu Léon Sengendakumana s'entretient avec mon confrère Emile Nibasumba sur l'état des lieux de la démocratie au Burundi. Léon Sengendakumana, vous êtes le vice-président du parti Frodebu. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale dédiée à la justice sociale. Si vous le permettez, focalisons-nous sur la démocratie. Et vous avez beaucoup lutté pour la démocratie, vous êtes toujours dans la lutte. Pouvez-vous nous dresser un bref bilan de notre pays dans ce domaine aujourd'hui? Il y a les piliers de la démocratie. Il y a d'abord les partis politiques comme premier pilier. Dans ce pays, au vrai sens du mot, il n'existe pas de parti politique aujourd'hui au Burundi. Il n'y a aucun parti politique digne de son nom qui existe dans ce pays. Parce que certains partis sont dans des groupuscules ethniques, ils ont des visions ethniques, ils continuent à penser que leur ethnie pourrait penser, ils continuent à penser comme ça. D'autres sont devenus des partis ou des responsables de ces partis, des demandeurs d'emploi. Il y en a une troisième catégorie, des leaders ou des partis qui se sont résignés. Vraiment, ça ne va pas face à la politique du pays, qui se sont résignés. Je ne sais pas si c'est par intimidation, je ne sais pas si c'est par peur, je ne sais pas si c'est voulu, mais des partis, on les voit, ou des leaders qui se sont déjà désignés. Le deuxième pilier, c'est la société civile. Les organisations de la société civile existent ici. Qu'est-ce qu'elles font? En principe, les organisations de la société civile sont là pour dénoncer les manquements des pouvoirs publics, les manquements des partis politiques, afin d'éclairer la population, afin d'éclairer l'opinion pour qu'il y ait des corrections. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile ici, je les vois, qui sont au service du parti au pouvoir, du seul parti au pouvoir, c'est des FDT. On les voit. Alors, les médias chantent à longueur de la journée, les bienfaits du pouvoir, bien bougé, je sais bien fait, on ne les voit pas exactement. Bon, pas où ces bienfaits s'opposent. Il y a des médias qui passent des journées entières à dire que nous avons un gouvernement parent, nous avons un gouvernement travailleur. Mais on ne le voit pas exactement. Même le chef de l'État, lui-même, il dénonce son gouvernement, il dénonce l'appareil judiciaire, la magistrature, il dénonce son parti, il dénonce tout. Que les gens ne travaillent pas, qui sont en train de piller, de voler le pays. Comment est-ce que des partis politiques et des organisations de la société civile et des médias passent des journées entières à dire bon, nous avons un paradis. Donc, il y a un quatrième pilier pour ce sont les élections, mais c'est de la mafia. Il n'y a pas d'élections. Certains parlent d'élections libres, transparentes, démocratiques. Ces vocables au Burundi ne sont pas encore appropriés. Donc, à résumé, je conclus que finalement, la justice sociale dans le secteur de la démocratie au Burundi n'est pas encore une réalité. C'est à continuer à chercher. Le chemin est encore long pour atteindre la justice sociale dans le secteur de la démocratie au Burundi. Est-ce que vous ne seriez pas en train d'exagérer lorsque vous dites que les partis politiques et la société civile
et les médias ne font rien pour consolider la démocratie. Pas du tout. Alors, ce que je dis, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit. C'est pas ce que j'ai lu quelque part ou j'ai entendu quelque part. C'est ce que je vois avec mes propres yeux. Quand nous sommes entrés en démocratie, multipartite au Burundi, avec la constitution de 1992, j'étais grand, j'étais là. J'ai tout vu jusqu'à aujourd'hui. Ce que je dis alors, ce n'est vraiment pas de la surenchère. C'est une réalité qui est là. Je le vois malheureusement comme ça. C'est dommage, franchement, pour une démocratie naissante. Mais la situation est ainsi. On devra s'organiser pour corriger ça. Et comment justement corriger ces lacunes-là? Comment le Burundi peut retrouver la vraie démocratie? Il y a des Burundais qui sont dans les partis politiques, il y a des Burundais qui sont dans les organisations de la société civile, il y a des Burundais qui sont dans le secteur des médias, il y a des Burundais qui sont dans les confessions religieuses, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des intellectuels, il y a des commerçants qui sont lésés par le pouvoir dit démocratique au Burundi aujourd'hui. Tout ce monde-là, au lieu de se résigner, il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il fasse constater au pouvoir que nous ne pouvons pas continuer à accepter que nous soyons dirigés de cette manière. Donc dénoncer et travailler ensemble, indépendamment de nos appartenances politiques, ethniques, religieuses, l'âge ou autre, genre ou autre. Mais commencerons pour constituer un front qui dit non à un gouvernement qui pratique la mauvaise gouvernance, à un gouvernement que je qualifierais d'inapte. D'ailleurs, même le chef de l'État le qualifie d'inapte, le qualifie de gouvernement de corrupteur. Il le dit assez souvent, certains ont été même limogés, on a des exemples. Donc, il n'y a pas mille voies que de se mettre ensemble, travailler pour dire non aux partis CNDD de nous diriger de cette manière. Merci beaucoup, Léon Sengendakumana. Je rappelle que vous êtes vice-président du Front pour la démocratie au Burundi. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie aussi de m'avoir accordé cette occasion, cette opportunité pour essayer de mettre une opinion. Merci à Émile Nibasumba et à son invité. C'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci pour votre fidélité et excellente soirée chez vous.